Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre 4e vidéo de Noël. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Maman j'ai raté l'avion, de toute la franchise Maman j'ai raté l'avion finalement parce qu'il y en a eu 6 en tout des films. Quand j'ai réfléchi à quoi faire pour ce mois de décembre, j'ai pensé à des films de Noël et celui qui me saute vraiment direct en tête, c'était Maman j'ai raté l'avion. Pour moi, c'est vraiment le film de Noël par excellence. Et donc dans cette vidéo, je vais vous raconter comment il a été créé, comment tout s'est mis en place et comment il a évolué par la suite. Et avec tout ça, je vais bien sûr vous donner plein de petits facts intéressants. Mais du coup, cette vidéo, elle va se séparer en deux parties, puisqu'il y aura dans la première partie les films originaux, c'est-à-dire Maman j'ai raté l'avion 1 de 1990, Maman j'ai raté l'avion 2 de 1992. Et dans la deuxième partie, il y aura du coup les suites, avec le 3 qui est sorti en 1997, le 4 qui est sorti en 2002, le 5 qui est sorti en 2012 et le 6e qui est sorti en 2021. Je préfère le dire maintenant parce qu'il y en a toujours qui aiment bien critiquer le fait que je dise des fois des trucs en anglais, des fois des trucs en français. Il se peut que je parle des films Maman j'ai raté l'avion en disant Home Alone des fois parce que déjà c'est plus facile pour moi, c'est plus rapide. Donc voilà, si je dis Home Alone, vous savez que je parle des films Maman j'ai raté l'avion. Maintenant ça c'est dit, donc let's go. L'histoire de base, elle a été écrite par John Hughes, qui a eu l'idée de ce film quand lui-même organisait des vacances pour partir avec sa famille et qu'il a commencé à s'imaginer qu'est-ce qui se passerait si on oubliait mon fils et s'il restait à la maison. Et donc de là, il a imaginé tout un scénario et c'est comme ça que l'idée elle est née. Suite à quoi, John il a contacté Chris Columbus pour diriger le film. Et Chris, il adore les films de Noël, du coup, il était grave chaud pour l'idée. Mais quand il a lu le script de John, il s'est dit c'est pas ouf, et il a commencé à changer quelques petits trucs. Il les a renvoyés à John, John a changé des trucs, les a renvoyés à Chris, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux super contents du script. Ensuite, ils sont allés voir différents studios, dont Warner Bros. Et Warner Bros. A beaucoup aimé l'idée du film et du coup leur a donné un budget de 10 millions d'euros. Pour nous, 10 millions d'euros, ça paraît énorme, mais en vrai, pour un film, c'est pas beaucoup. John, Chris et toute l'équipe, après avoir commencé à faire des simulations et avoir testé des trucs, ils ont dit à Warner Bros. Écoutez, on a estimé notre budget à 14,7 millions d'euros. Warner Bros. Pendant quelques jours, ils ont donné aucune nouvelle. Puis après, ils sont revenus vers eux et ils leur ont dit bah du coup, nous, on accepte de vous donner que 13,5 millions d'euros et on montera pas plus haut. Bah du coup, ils avaient pas trop le choix, donc ils ont dit bon bah ok, on va essayer de gagner de l'argent par-ci, gagner de l'argent par-là. Donc on accepte les 13,5 millions d'euros. Sauf qu'à ce moment-là, Warner Bros. Il a dit bah non, finalement, on veut plus de votre projet, c'est terminé. Donc là, vous vous dites, bah ouais, mais c'est pas logique parce que le film est sorti, c'est qu'il ça a forcément eu lieu. Et bah oui, c'est qu'en fait, John, il est pas con, il avait commencé à sentir le truc, donc pendant qu'il y avait tous ces discours avec Warner Bros, lui, il était allé contacter un ami qui travaillait chez Fox, chez 20th Century Fox, et il a pitché l'idée du film à son pote, et son pote, il a adoré. Il lui a demandé, vous demandez combien de budget? Il lui a dit 14,7 millions. Il lui a fait ok, bah nous pas de souci, on peut te le donner le budget. Sauf que légalement il fallait attendre que Warner Bros annule le projet avec eux avant que ce soit repris par Fox. Il fallait qu'il y ait un petit moment de latence. Mais ça s'est super bien goupillé et au final tout le crew, toute l'équipe s'est jamais vraiment arrêté de travailler parce que quand Warner Bros ils sont venus les voir pour leur dire bah c'est terminé, annulez le projet, en fait derrière on leur disait non les gars vous inquiétez pas, il y a un autre studio qui va nous récupérer. Donc ça y est, le film il était en route. Et ce qu'il faut savoir c'est que l'équipe de tournage elle était principalement constituée d'anciens amis et de collègues de John et Chris, donc c'était vraiment une famille en fait sur le tournage. Et ça a arrangé tout le monde parce que le fait que personne n'était des grands noms à l'époque, donc c'était parfait au niveau du budget. Et on commence par un petit fact. Comme j'ai pu en parler dans ma vidéo sur The Holiday, la maison des McAllister, elle existe vraiment, mais l'extérieur, il a juste servi pour tout ce qui va être plan de coupe, plan d'extérieur. L'intérieur, par contre, ça a été construit de toutes pièces dans un gymnase. La maison et l'intérieur de la maison sont tous les deux à Chicago. Quand il s'agissait de trouver l'acteur qui jouait Kevin, John, il a tout de suite pensé à Macaulay parce qu'il avait travaillé avec lui sur Uncle Buck. Si vraiment vous voulez en savoir plus sur la vie de Macaulay, je vous conseille vraiment la vidéo que j'ai fait sur lui il y a 1 an. Et donc John, il est allé voir Chris et il lui a dit moi je veux Macaulay pour jouer le rôle de Kevin, sauf que Chris il a dit oh, j'ai pas envie qu'on aille vers la facilité, j'ai quand même envie qu'on auditionne des gens, voir s'il n'y a pas un meilleur choix ou en tout cas pour qu'on soit sûr de notre choix. Donc ils ont vu une centaine d'enfants pour qu'au final ils se rendent bien compte, Chris, que en effet celui qui était fait pour le rôle c'était bien Macaulay. Les autres personnages super importants de ce film, ça va être les 2 cambrioleurs. Pour le rôle de Marv, l'équipe avait choisi Dan Stern. Et Dan, il était grave emballé, il s'était accordé sur un salaire. Sauf qu'après, on est revenu vers lui pour lui dire, bah finalement, au lieu que ça soit sur tant de semaines, ce sera plus long le temps de tournage. Et du coup, Dan, il a dit, ok, mais du coup, ça veut dire que vous allez m'augmenter.
Et eux, ils ont dit, bah non, au niveau du budget, c'est pas possible pour nous. Et du coup, Dan, il a dit, ok, bah ciao. Et donc, en gros, ils ont dit, bon, bah tant pis, on va devoir trouver quelqu'un d'autre. Et du coup, ils ont trouvé Dan Roebuck, j'espère que je le prononce bien, pour le remplacer. Sauf que quand ils ont fait des scènes avec Dan et Joe Pesci, qui lui, du coup, jouait le rôle de Harry et qui avait été choisi parce que toute l'équipe était fan de Joe Pesci, et bah quand ils ont fait des scènes entre Dan et Joey, ça marchait pas vraiment. Et du coup, ils ont laissé Dan partir et se sont dit putain mais nous Dan Stern on l'aimait vraiment bien. En plus Dan et Joe ils avaient déjà travaillé ensemble sur d'autres films donc ils étaient déjà proches, il y avait déjà une bonne complicité. Du coup ils sont retournés voir Dan Stern, ils ont bien négocié et Dan finalement il s'est dit bah ok je veux bien. Et heureusement parce que c'est vraiment un duo iconique et leur complicité elle est incroyable. Mais il faut savoir que c'était vachement dur pour Joe de pas dire de gros mots parce que la plupart des rôles qu'il a eu c'était très franc-parler, il disait beaucoup de gros mots. Donc là c'était un film pour enfants donc pour lui c'était dur de se dire ah bah je peux pas dire de gros mots, c'est pour ça qu'en fait il s'est mis à faire des parce que c'était une manière pour lui d'extérioriser quoi. Et à côté de ça il était aussi un peu difficile sur le tournage parce que il avait certains critères, il voulait pas venir trop tôt, des fois il fallait qu'il soit là à 7h, 8h du matin, et lui il voulait pas venir avant 9h. Donc bah écoute, l'équipe de tournage, ils ont fait avec, ils ont accepté, de toute façon c'est Joe Pesci, tu veux dire quoi? Et du coup il y a beaucoup des gens de l'équipe qui disaient que les enfants qui étaient dans le film étaient plus matures que lui, de par le fait que bah il venait à l'heure et il faisait ce qu'on leur disait. Et d'un côté, je doute pas que ce soit vrai, mais il y a aussi ce truc où Joe Pesci, il peut se le permettre. Je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il faut être professionnel et c'est pas parce que t'es quelqu'un que ça veut dire que tu peux faire ce que tu veux. Mais des jeunes enfants, ils vont pas se permettre d'avoir ce genre de comportement parce que eux, on peut les remplacer comme ça et ils ont pas une énorme carrière derrière. C'est aussi pour ça que du coup, ils respectaient les règles. C'est pas juste parce que c'était des jeunes, quoi. On va passer dans la partie fact où je vais vous balancer plein de facts dans tous les sens. Donc, stay focused. Dans le premier film, il y a une apparition, un caméo de l'acteur John Candy qui avait à la fois travaillé avec John et à la fois travaillé avec Chris et les deux l'adoraient et c'était un acteur super connu et super apprécié à l'époque et du coup ils lui ont demandé de venir faire un caméo. Lui il a accepté sans même demander de l'argent en retour. Enfin au final il a été payé, mais vous le croirez même pas, 414 $. C'est tout pour ces 24 heures de tournage, alors que c'était John Candy. Là où, en comparaison, l'acteur qui fait le vendeur de pizza, il a gagné 500 $ pour sa performance. C'est fou de se dire que lui a été payé plus que John Candy. Mais c'est parce que lui, il voulait vraiment juste faire plaisir à ses deux potes. Et donc, pour info, pour ceux qui le visualisent pas, John Candy, il était dans les films du coup de John et Chris qui s'appelaient Plane, Trains and Automobiles et aussi Uncle Buck. Donc lui aussi connaissait déjà Macaulay. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que quasi toute sa performance, c'était de l'improvisation. Parce que le mec, il était trop fort de toute façon, donc on lui dit vas-y, fais ce que tu veux, éclate-toi. La scène iconique que tout le monde connaît, qui est dans ma miniature, où Kevin crie après cette nuit de l'après-rasage, et ben faut savoir que c'était une semi-improvisation de Macaulay, puisqu'en fait, sur son script, il y avait marqué qu'il devait mettre de l'après-rasage et enlever ses mains et crier. Et en fait, Macaulay, il a gardé ce truc de garder les mains et crier, et bah depuis, c'est devenu iconique, hein. Je sais, je dis tout le temps le mot iconique, mais on est sur un film iconique, donc je vais me répéter. La fille qu'on voit dans le cadre photo qui représente la petite amie de Buzz, et ben en fait c'est pas vraiment une fille, c'est le fils du directeur artistique qui du coup s'est habillé en fille et qui a mis une perruque. Et la raison de ce choix, c'est parce que du coup l'équipe, le directeur, il s'est dit c'est peut-être pas gentil si on prend la photo d'une fille et qu'on se moque d'elle. Par contre c'est ok de se moquer d'un mec qui s'habille en fille. En vrai je vois l'idée, je vois pourquoi ils ont voulu faire ça. Je pense juste que c'était un peu maladroit, quoi. Ce film, il a généré un jeu vidéo. Bon, un jeu vidéo très vieux jeu, hein, c'était vraiment le truc le plus basique. Mais ça a quand même inspiré un jeu vidéo. Et quand le deuxième film, Home Alone, est sorti, il y a l'update, un peu une version un peu plus moderne de ce jeu vidéo qui est sorti. Un fact que j'aime beaucoup et que j'avais jamais remarqué, mais au tout début du film, Kevin, il va beaucoup être filmé de haut pour lui donner une impression de petitesse, innocent, qu'il est fragile. Et plus le film avance, et bah il va plus être filmé de droit directement pour montrer qu'il devient plus autonome et plus indépendant. Et moi j'adore ce genre d'informations quand il y a toute une recherche derrière du directeur sur comment filmer pour laisser passer un message. Et ça m'a aussi beaucoup fait penser à mes vidéos sur Saw où justement James il faisait exprès de filmer statiquement pour un personnage ou en mouvement pour un autre. Enfin, j'adore ce genre de petites informations.
Ils ont utilisé une toute petite caméra qui s'appelait la caméra bonus et à la base elle était là pour servir au cas où par exemple tout ce qui était scène de chute, si ils n'arrivaient pas à capter la bonne prise, le bon mouvement, et bah cette caméra qui tournait en boucle, elle permettait d'avoir potentiellement des scènes intéressantes à récupérer. Et bah justement ils se sont rendus compte que pratiquement toutes les scènes qu'ils filmaient avec la petite caméra étaient super intéressantes et permettaient aux téléspectateurs de vraiment être dans le film et vraiment de capter l'attention. Et donc cette petite caméra qui était supposée être une caméra bonus, bah au final ils s'en sont servis plus que de raison. En parlant de petite caméra, Macaulay, on lui a donné une petite caméra pour qu'il filme un peu les coulisses. Et même les scènes où il était pas là, ben lui il était derrière en train de filmer tout le monde, en train de leur poser des questions, de leur faire des petites interviews et en vrai c'est hyper mignon. Comme j'ai pu en parler dans ma vidéo sur le Grinch, les boules de Noël sur lesquelles marche Marv justement quand il rentre dans la maison, et ben c'est pas fait en verre, c'est fait en sucre. Tout comme le clou sur lequel il marche, bah vous vous doutez, il est fait en caoutchouc. La migale, elle est vraie, bon sauf pour une petite scène où on l'a clairement vu que c'était pas la vraie, mais sinon c'était une vraie migale qui a été utilisée. Et Dan, du coup, il était pas du tout rassuré, donc il a demandé si c'était possible de lui retirer ses pinces, sauf qu'on lui a expliqué que si on faisait ça, et bah elle allait mourir à petit feu, donc bah ils allaient pas le faire. Et lui il a dit ok, sauf que bah si elle me pique, c'est moi qui meurs. Et j'ai pas envie de crier alors qu'on me la pose sur le visage, enfin j'ai pas envie de mourir. Et on lui a expliqué que de toute façon, les migales, elles étaient quasi sourdes, donc s'il criait, elle l'entendrait pas. Et donc ça l'a rassuré et ça lui a permis du coup de faire la scène. Et à savoir que pour ce cri-là, il s'est inspiré du film Psycho. Tous les gags et les chutes de ce film, ils étaient inspirés par des cartoons, tu sais, vraiment dans l'excès. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les cascadeurs, ils étaient super investis dans leur travail. C'est eux qui ont eu l'idée de, avant de tomber par terre, c'était un peu de se propulser dans les airs pour accentuer la chute. Et il n'y avait pas de matelas ou de rembourrage, c'était vraiment, ils se jetaient par terre, donc ils se retrouvaient avec des bleus partout. Mais ils étaient investis dans ce qu'ils faisaient. Si bien qu'ils ont réussi à créer un move qui est devenu iconique et qui s'appelait The Home Alone Fall. Et du coup, suite à ce film, ces cascadeurs-là, ils ont eu énormément de portes qui se sont ouvertes à eux et ils ont eu beaucoup d'offres d'emploi parce que ce qu'ils ont fait sur ce film, c'est pas rien. Donc en vrai, ça fait trop plaisir de se dire qu'ils se sont investis sans être sûr que derrière ça marcherait parce que personne n'était sûr que ce serait un énorme succès. Ils pensaient que ce serait juste un petit téléfilm de Noël. Et donc de se dire que ce travail a payé, bah c'est trop bien. Et donc bref, une fois que le tournage du film était terminé, il y avait tout le travail de la post-prod. Et la musique, c'était super important, ceux qui venaient justement de perdre leur musicien. Et donc là, Chris, il s'est dit, comme ça, sur un coup de tête, et si on demandait pas à John Williams? Tout le monde l'a rigolé en se disant, mais le mec, il est beaucoup trop haut pour nous. Il va pas se rabaisser à faire un petit téléfilm de Noël. Et bah au final, quand ils lui ont envoyé quelques images du film, et bah John, il a adoré, et donc il a accepté de le faire. Et franchement, on va se le dire, la musique dans Maman j'ai raté l'avion, pour moi ça fait plus de 50% du travail et c'est pour ça que du coup tous les autres films à part Maman j'ai raté l'avion 1 et 2 sont pas aussi iconiques parce que la musique elle est pas aussi bien faite et aussi orchestrale et aussi forte. John Williams c'est quelqu'un de toute façon. Je pense que ça a beaucoup aidé en plus de tout le travail derrière hein, mais je pense que ça a quand même beaucoup aidé au fait que ça marche aussi bien. Et donc oui, comme je vous ai dit, vraiment toute l'équipe, ils étaient pas sûrs que ce serait un grand succès parce que bah, ça restait un petit film de Noël avec un petit budget parce que vraiment 14,7 millions d'euros, c'est pas énorme pour un film. Ça a explosé. Ils sont restés numéro 1 au box-office pendant 14 semaines pour un film de Noël. Et donc il n'y a pas que les cascadeurs qui ont vu leur carrière se booster, il y a toute l'équipe, tous les directeurs, tous les producteurs et aussi évidemment les acteurs. Parce que avant ça, Chris, c'était pas forcément un directeur, un écrivain des plus connus et des plus successful. Mais après ça, bah, si vous le savez peut-être pas, bah, il a quand même réussi à faire Harry Potter 1 et 2. Donc bon. Et donc au total, le premier film, il aura engendré 470 millions de dollars au box-office. Donc forcément, ça a beaucoup encouragé d'en faire un deuxième. Et le deuxième film, lui, il a récupéré 350 millions de dollars. Donc c'est peut-être moins, mais c'est quand même pas mal. Et donc parlons-en justement de ce deuxième film. Il devait à la base s'appeler Alone Again, mais Chris, il s'est dit... J'ai peur que les gens ne comprennent pas que c'est la suite du premier, donc il a préféré garder le Home Alone. Et contrairement au premier film, toutes les scènes ne sont pas filmées entièrement à New York. Par contre, comme pour le premier film, la neige, elle est réelle. Parce que évidemment, c'est un film de Noël, il faut de la neige dehors. Et donc ils étaient sur le point pour le premier film d'acheter une machine à faire de la neige, sauf que vraiment, Mère Nature a fourni la neige, donc ils n'ont pas eu à le faire. Et pour le deuxième, c'était pareil, sur le point d'acheter une machine à neige. Il a neigé, franchement,
It was meant to be. Et donc évidemment, vu que c'est une suite, ils ont voulu garder les bases du premier film, mais en évoluant un petit peu, puisque là déjà, il y a un plus grand terrain de jeu, c'est-à-dire une ville entière, puis c'est surtout inconnu, donc plus de danger, il y a aussi plus de personnages, on a aussi un deuxième antagoniste, parce que dans le premier film, on est vraiment sur Marv et Harry, alors que dans le deuxième, il y a aussi le concierge de l'hôtel qui amène encore plus de tension et de peur auprès de Kevin. Et évidemment, je pense comme pour toutes les suites, il y avait une peur que ça fonctionne pas, parce que quand quelque chose fonctionne aussi bien, quand tu fais une suite, c'est rarement au même niveau. Donc évidemment, il y a de quoi être anxieux. Et comme j'ai dit, même si c'était pas au même niveau, ils ont quand même eu énormément de succès avec ce deuxième film. On passe à la petite partie fact. Il faut savoir que le recorder que Kevin il a, que je ne sais pas comment dire en français, et ben en fait il faut savoir qu'il ne fonctionnait pas, c'était vraiment juste un prop, il était en plastique. Sauf que suite à ce film, les enfants ils voulaient ça à Noël, ils voulaient ce genre de cadeau, donc l'entreprise a vraiment fabriqué ce enregistreur, ce recorder, je ne sais toujours pas comment on dit le mot. Le numéro de téléphone du Plaza Hotel qu'ils disent dans le film, c'est le vrai numéro de l'hôtel. Ça leur a pas dérangé de donner leur vrai numéro. Et bah tu m'étonnes puisque après le film, leur nombre de réservations a doublé. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la piscine qu'on voit dans laquelle Kevin il fait un plongeon, enfin plongeon c'est plutôt une bombe, et bah c'est pas la piscine du Plaza Hotel, c'est la piscine du Four Seasons à Chicago. Peut-être que vous l'avez vu, peut-être pas parce que cette scène a été coupée depuis, mais Donald Trump, le fameux, a fait une apparition dans ce film, et la raison c'est parce que c'est lui qui possédait l'hôtel à l'époque. Et d'ailleurs, l'équipe pour le tournage, ils ont un peu changé quelques petites décos pour le film, et au final, Donald, il a tellement bien aimé que quand le film était terminé, il a gardé les modifications qu'ils ont faites parce qu'il a trouvé que c'était vachement mieux. La scène avec tous les pigeons, c'était une scène super technique et compliquée à filmer. Il y avait plus d'une centaine de pigeons. Et Dan, il a expliqué qu'à un moment, du coup, son personnage de Marv, il crie. Et qu'à un moment donné, il y a un des pigeons qui lui a chié dans la bouche. Oh, c'est horrible. Enfin bref, voilà pour les deux films originaux. Et vu que vous savez que l'argent appelle l'argent, ils se sont dit on va surfer sur cette vague et on va faire des suites. Sauf que c'était pas aussi réussi que cela. Pour les suites, je vais pas vous raconter trop de détails sur le tournage, je vais surtout vous les résumer et vous comprendrez très vite pourquoi je vais pas m'attarder sur eux. Dans le troisième film, faut savoir que déjà c'est le dernier film de toute la franchise à avoir été au cinéma parce qu'à partir du 4, ils vont tous sortir directement à la télé et on va aussi comprendre pourquoi. Dans le troisième, c'est centré sur le jeune Alex qui se retrouve seul à la maison pendant plusieurs heures parce qu'il a la varicelle et ses parents, même s'ils font de leur mieux pour être là pour lui, bah ils ont le travail qui appelle donc ils doivent partir pendant plusieurs heures par jour. Et les méchants de cette histoire, il y en a 4, ils sont après une puce qui a été volée au FBI qui leur appartient. Sauf que quand ils étaient à l'aéroport, il y a la voisine d'Alex qui a pris leur sac et donc dans ce sac contenait la voiture avec la puce volée. Et quand elle va s'en rendre compte, elle va se dire j'en ai pas l'utilité de la voiture donc elle va donner la voiture à Alex. Les méchants, ils vont réussir à traquer la voiture jusqu'au quartier d'Alex, mais vu qu'ils savent pas où se trouve exactement la voiture, ils vont commencer à entrer en infraction dans chacune des maisons pour retrouver la voiture. Et Alex, vu qu'il est à la maison, il voit qu'il y a des méchants qui sont en train de cambrioler, ou en tout cas rentrer en infraction. Du coup, lui, il va appeler la police. Sauf qu'à chaque fois que la police arrive, ils sont déjà partis. Et donc, la police, ils vont plus le croire. Et donc, Alex, il va se dire, ouais, mais il faut quand même que je fasse quelque chose. Et donc, c'est là qu'il va commencer à prendre les choses en main. Le quatrième film, donc comme je vous ai dit, lui il est sorti directement à la télé et il reprend un peu les bases du premier film puisque le personnage principal s'appelle Kevin McAllister. Il a une sœur qui s'appelle Megan et un frère qui s'appelle Buzz. Et le duo de méchants de ce film, il est composé de Marv et de sa copine Vera. Et donc, l'histoire, elle va quand même un peu différer parce que là, en gros, Kevin, il part fêter Noël avec son père et avec sa nouvelle compagne. Et donc, on voit bien que Kevin, il a un passif avec Marv. On nous explique qu'il l'avait déjà empêché de cambrioler une maison dans le passé. Donc, je sais pas si c'est supposé être le même Kevin que dans les premiers films, mais c'est pas logique parce qu'il est plus jeune. Mais bon. Bref, franchement, ne cherchons pas trop d'explications, ça sert à rien. Et donc bref, c'est la même histoire. Marv et sa copine Vera, ils veulent cambrioler la maison et du coup, Kevin, il va les en empêcher. Le cinquième film, et accrochez-vous parce que...
Bref, là c'est centré du coup sur Finn Baxter qui a un peu du mal à s'ajuster à sa nouvelle vie puisqu'ils viennent de déménager de la Californie jusqu'à dans le Maine. Et du coup vraiment cette histoire elle s'éloigne beaucoup de l'œuvre originale puisque Finn il a l'impression que la maison dans laquelle il est elle est hantée et donc son but c'est de capturer le fantôme. Je sais pas comment c'est possible puisqu'un fantôme littéralement tu peux pas... Enfin bref, arrête de trouver des explications avec ça, ça sert à rien. Il va mettre en place plein de pièges pour capturer le fantôme. Et au final, ces pièges, ça va lui rendre service puisque la veille de Noël, il va se retrouver seul chez lui avec sa petite sœur et il y a 3 cambrioleurs qui se décident de venir récupérer quelque chose qu'il y a dans la maison. Et le 6e film, ça a vraiment été vendu comme un sequel ou un remake. Franchement, je me perds avec tous ces mots. Pour moi, c'est tous la même chose. On m'a expliqué que c'était pas le cas. Bref, il y avait vraiment eu beaucoup de pubs là-dessus. En effet, il y a le retour de Buzz, du Buzz du premier film, donc c'est le même acteur. Et là maintenant, Buzz, du coup, il a vieilli et c'est devenu un policier. Alors ça me fait trop rire, mais bon, ok. T'as eu le droit d'évoluer, Buzz, j'espère que t'es une meilleure personne que quand t'étais plus jeune. Il y a une petite scène qui est assez drôle où en gros, Buzz reçoit un appel qu'on lui dit, il y a un enfant qui est seul chez lui, faut que t'ailles voir. Et Buzz, il est pas dupe, il se dit, mec, mon petit frère Kevin, il fait ça tous les ans. Tous les ans, à Noël, il appelle pour dire qu'il y a un enfant qui est seul chez lui et il donne l'adresse de leur ancienne maison. Donc il fait ça pour embêter son frère. Et moi je trouve ça trop mignon parce que ça montre que du coup Kevin et Buzz ils ont encore une petite relation un peu où ils s'embêtent. Et on apprend aussi que du coup avec toute l'histoire qui s'est passée avec Kevin quand il était plus jeune, ils ont développé un système d'alarme qui s'appelle du coup The McAllister Alarm System. Donc pour cette partie-là, en effet c'est cool parce que t'as vraiment le retour d'un vrai acteur qui était dans les films originaux et on en apprend un peu plus sur le vrai Kevin qu'on connaît et qu'on adore. Et l'idée du film, elle se rapproche en effet du film original puisque ça se passe à Chicago et Max, il se retrouve chez lui pendant que sa famille est partie au Japon en vacances. Donc, il y a à peu près la même ligne conductrice. Et il y a, encore une fois, un duo de cambrioleurs, cette fois-ci composé de Pam et Jeff, qui tentent d'entrer dans la maison parce qu'ils savent qu'il y a une possession précieuse et donc ils veulent la voler. Et vous vous en doutez, Max, il va les en empêcher. Donc vous l'aurez peut-être compris, mais j'ai pas envie de rentrer en détail dans ces films parce que pour moi, ils sont vraiment pas du tout au même niveau. Enfin, c'est dingue à quel point... tu t'en éloignes et des fois ça part dans des délires. Je me dis mais ils méritent même pas d'avoir le même nom que Home Alone avec ce genre de script. Franchement, je veux pas critiquer les acteurs, mais malheureusement, ils seront jamais au même niveau que Macaulay qui a, je trouve, réussi à nous attendrir, à nous faire attacher à lui, mais il a aussi un peu ce côté espiègle. Ma meilleure amie, dès que genre je suis un peu énervée ou choquée d'elle, elle va m'envoyer le gif de Kevin qui dit I'm sorry. I'm sorry. Et ça me calme tout de suite parce qu'il a cette tête où t'es juste attaché à lui en fait. Et personne d'autre a réussi à donner ce sentiment-là que Macaulay a fait. Et comme je vous ai dit, les histoires elles partent beaucoup trop loin. Enfin, je veux dire, le 5 c'est vraiment n'importe quoi. Enfin, pour moi, c'est pas un maman, j'ai raté l'avion. Je serais juste un peu plus gentille avec le 3 parce que je l'ai en DVD et ça fait du coup plusieurs années maintenant que je le garde. Donc, c'est devenu un peu ancré dans ma routine et il y a une certaine nostalgie dedans. Même si ça me crée pas les mêmes sentiments que les 2 originaux, j'aime quand même bien, je trouve que l'acteur qui joue Alex, il est attachant. Les méchants dans ce film, ils sont super charismatiques et je trouve que les pièges dans ce film, ils sont aussi ingénieux. Donc pour moi, le 3, c'est le moins pire des suites. On a quand même eu le droit à un petit retour de Macaulay dans le rôle de Kevin lorsqu'il a fait une pub pour Google. Ça m'a vraiment fait penser à ce que j'ai dit dans ma vidéo sur Love Actually où ils se sont réunis pour faire une genre de petite pub pour une association. Je sais que le film Mean Girls, ils avaient fait aussi pareil, ils s'étaient réunis pour faire de la pub. Donc en vrai c'est pas grand chose, je crois c'est 1 minute, mais ça nous permet de revoir Macaulay dans son vraiment fameux rôle de Kevin, à reproduire des scènes qu'on a adoré voir. Donc rien que pour ça on était contents. Et je pense pas qu'on aura un retour à part ça. Parce que déjà maintenant il a vieilli, il a des enfants, maintenant il est marié, il a autre chose à faire. Mais franchement ça met du baume au cœur rien que de voir ce petit moment. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai trop hâte d'avoir vos retours sur ces films. Est-ce que vous les avez aimés autant que moi? Est-ce que c'est des classiques pour vous? Est-ce que vous avez vu les suites? Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Franchement je suis curieuse. Est-ce que je suis méchante avec ces films? Est-ce que vous pensez que je devrais quand même leur donner leur chance et regarder? Oh, je sais pas, dites-moi franchement. Et sachez que si vous voulez en savoir plus sur la vie de Macaulay, comment ça se passait pour lui dans les coulisses, sa relation avec ses parents très problématique et pourquoi il a arrêté sa carrière et comment il a fait pour remonter après sa grande descente dans les enfers. Franchement, j'ai fait une vidéo sur lui super intéressante il y a 1 an, donc je vous invite à aller la voir.
Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et aussi à activer la petite cloche parce qu'il reste une vidéo de Noël avant la fin du mois de décembre, avant la fin de l'année. Et vu que là, on est bientôt à Noël, et ben je vous souhaite vraiment de passer des bonnes fêtes avec vos proches. J'espère que vous allez passer un bon moment, que vous serez gâtés, que vous allez bien manger. Franchement, profitez et nous on se voit la semaine prochaine pour la dernière vidéo de Noël. Bye!